On enchaîne tout de suite dans cette deuxième partie, l'islam en Occident, avec Xavier Lemoine. Alors beaucoup parmi vous le connaissent. Ancien officier de marine marchande, maire de Montfermeil. Grosse expérience de terrain pour le coup. On pourra penser ce qu'on veut de ce qu'il dit, mais c'est du vécu et du factuel. Et en général, évidemment, ça touche les gens parce qu'il est, lui, sur une ligne de front ou sur le front, ou déjà derrière le front. En tout cas, il va nous parler de la place. Quelle place pour l'islam dans la cité? Merci Xavier d'être là. On vous écoute. Merci Marc et merci Annie de m'avoir invité. Je n'ai pas su comment prendre cette intervention et vous la présenter, donc vous me pardonnerez peut-être l'aspect décousu. Je tâcherai d'être dans le témoignage le plus vrai et le plus profond possible. Les questions qui nous agitent depuis ce matin sont-elles des questions politiques, métapolitiques, voire métaphysiques? Je pense qu'elles nous interrogent au plus profond de nous-mêmes et de notre vie personnelle et de la vocation de notre pays. Je ne peux que relayer le cri du cœur du général tout à l'heure, de se former, puis d'aller au contact. Mais de se former d'abord. Voilà. Et j'ai eu comme professeur Annie Laurent, donc vous voyez, si je suis mal formé, vous irez vous adresser à elle. Mais essentiel de se former et d'aller au contact. Ça, c'est notre devoir, d'aller au contact. Et je vais vous parler dans une situation où, très légitimement, on peut se dire que reste-t-il à faire quand on a accumulé autant d'inconséquences, où, à vue humaine, on pourrait se dire les carottes sont cuites, où la puissance publique, ça a été rappelé tout à l'heure, est faible, au mieux car écervelée, au pire, des fois, car complice. Pour autant, vous m'avez posé une question: quelle place pour l'islam dans la cité? J'ai un petit peu de mal sur ce libellé, vous me l'avez imposé. C'est pas moi. Non, mais je vous taquine gentiment. D'abord, je ne suis pas député ni sénateur, donc je ne fais pas la loi pour déterminer ce que sera ou pas la place de l'islam dans la cité. Je suis maire, et c'est en tant que maire que je vais tenter néanmoins de répondre à cette question, peut-être par des biais détournés. Qu'est-ce qu'un maire? C'est certes un élu directement par le suffrage universel de la population de sa ville, mais c'est également un agent de l'État. Je travaille pour le compte du préfet, je rends des comptes au préfet, je rends des comptes au procureur de la République. Je rends des comptes au gouvernement du moment, dans le cadre républicain, pour le compte d'une cité particulière, qui constitue pour partie la France, elle-même dépositaire de toute une histoire, voire différentes échelles à laquelle un maire peut ou doit se référer dans son action. La mission d'un maire, c'est la recherche du bien commun. Le fruit du bien commun, c'est la paix, et la paix, c'est l'ordre dans la justice. L'ordre est le fruit, la justice est le moyen, une condition à satisfaire. L'ordre pour l'ordre, on sait faire. L'ordre dans la justice, c'est un exercice plus savant. Comment y parvenir? Rapide composition de lieux pour la Seine-Saint-Denis, mais ça n'a échappé à personne. C'est le département en France qui, me semble-t-il, est aux avant-postes de l'histoire de France. Ce que nous réussirons là et ailleurs, bien sûr, eh bien, on le réussira partout. Ce que l'on ratera éventuellement en Seine-Saint-Denis, eh bien, il faudra mieux faire ailleurs. Sur la ville de Montfermeil, j'ai 40% de ma population qui est de culture ou de confession musulmane. Et je fais une distinction très forte entre culture, ça a été très bien expliqué tout à l'heure, et la confession. Et dans la confession, il y a des personnes qui pratiquent le culte, mais le pratiquent, je dirais, sous un aspect très religieux, très pieux, et d'autres qui peuvent allier à cette vision religieuse une vision politique revendiquée et organisée. Là aussi, je fais des distinctions, non pas par facilité, mais pour savoir qu'il y a peut-être des attitudes et des manières de faire qui peuvent différer selon l'interlocuteur auquel on a à faire face, pour justement le reconnaître dans sa spécificité et ne pas le renvoyer dans les bras de celui qui l'attend avec impatience, c'est-à-dire la dernière catégorie. Je fais allusion à des choses qui défraient la chronique aujourd'hui.
Dans les écoles, les enfants qui sont de confession, enfin, ou d'origine ou de culture de confession musulmane, c'est entre 60 et 90%. Donc, les bascules démographiques et les bascules culturelles sont à l'œuvre. C'est ainsi. Voilà. Et donc, on doit partir de la réalité. C'est dur, c'est difficile. On aimerait que la France soit peut-être autre chose, que nos politiques aient fait peut-être autre chose, mais nous devons partir de cela. Je suis également sur un terrain en tension. 2005, Ziédé-Bouna, les émeutes, Clichy-sous-Bois-Montfermeil, c'était le même théâtre d'opération. Et on a aussi, à plusieurs reprises, défrayé la chronique. Je n'insiste pas là-dessus. Avec les émeutes, la délinquance et des faits divers, des fois un peu sordides. C'est pour moi et pour un maire, au mieux, un cœur à cœur, et ça l'est très souvent, mais des fois, c'est aussi un corps à corps. C'est donc une relation de personne à personne, et non pas de système à système ou de communauté à communauté. Et là aussi, je pense que si on ne rentre pas dans une relation de personne à personne et qu'on systématise un moment ou un autre, c'est mort, c'est cuit, c'est impossible, on est sur des postures et on ne peut pas en sortir. Alors ça demande plus de temps, ça expose davantage, c'est peut-être plus long et ça paraît inefficace, mais au bout de 30 ans de Seine-Saint-Denis et de 20 ans de mandat, je pense que c'est quand même cela qu'il faut retenir, la question de la personne à personne. Toujours partir de la réalité, je l'ai dit, et cette réalité, elle peut être faite de communauté. Elle n'est pas faite que de personnes tout de suite. Et on l'a dit tout à l'heure, la notion de personne dans l'islam est inconnue. C'est la notion d'individu qui doit sa qualité, enfin qui tient sa qualité de son appartenance à la communauté. Donc à un moment donné, effectivement, si, quand je dis on part de la réalité, je peux partir d'une réalité de communauté. Mais toujours, et l'action que je demande à mes services, nous partons du nous, car c'est la réalité, mais nous devons tendre au je, à la personne. Et je donnerai quelques exemples précis. Et puis, paix aux hommes de bonne volonté. Donc, ce n'est pas paix au système de bonne volonté, c'est paix aux hommes de bonne volonté. Donc, ça remilite une dernière fois, si vous avez des doutes, sur la notion de personne à personne. N'avoir aucune naïveté sur le système à l'œuvre. L'islam, un système politico-religieux, et on a décrit suffisamment les caractéristiques tout à l'heure, et avec notamment l'intervention d'Alexandre. Aucune naïveté. Mais ne pas enfermer les personnes ou toutes les personnes dans ce système-là. Elles peuvent y appartenir, elles peuvent y militer, elles peuvent tout ce que l'on veut vis-à-vis de ce que nous avons à connaître et à nous défier, très certainement, mais une personne n'est pas réductible au système qu'elle peut servir ou auquel elle peut appartenir, parce que c'est ainsi. Donc, très important. Donc, aucune faiblesse, aucune tolérance sur les systèmes que l'on doit connaître et combattre, mais donner toutes ses chances, et toujours toutes ses chances, à la personne, aux personnes. C'est une tension très forte, c'est une interrogation constante entre la prudence politique qui doit être celle d'un responsable politique au regard des institutions qu'il représente et qu'il doit défendre, une population qu'il doit défendre, et en même temps la chance qu'il doit donner aux personnes qu'il côtoie au quotidien et qu'il essaye de faire avancer. Bon, c'est ainsi, mais je pense qu'on ne peut pas en faire trop l'économie. Si je devais tenter de résumer ce que 30 ans de Seine-Saint-Denis et 20 ans de mandat de maire ce que j'ai tenté de faire avec mes équipes successives et avec les personnels qui m'accompagnent, j'ai tenté de faire connaître, de faire respecter et de faire aimer la France. Faire connaître. Comment exiger d'être respecté si je n'ai pas pris le temps de me faire connaître, et de préférence parce que j'ai de plus agréable, de plus aimable, de plus beau, de plus... Prenez tous les mots que vous souhaitez. Nous n'avons pas idée de l'écart qui existe entre ces centaines de milliers, ces millions de personnes qui sont venues d'univers culturels totalement autres d'une autre, avec notre société occidentale. Et que si on n'a pas pris le temps de se présenter à eux, de leur dire ce que nous sommes, ce que nous avons fait,
quelles sont nos us, nos coutumes, nos mœurs, nos manières de voir, nos codes de la vie de tous les jours. Eh bien, c'est le plus sûr moyen que ces personnes-là, dans la difficulté de rentrer dans la compréhension de notre société, restent dans la leur, au plus grand bénéfice de ceux qui veulent justement, qui ne s'ouvrent pas à la culture des pays où ils vivent pour des raisons X, Y, Z que je n'ai pas à juger, c'est ainsi et je les prends comme tels. Et donc, se faire connaître, d'abord comme juste. Mais juste, ça peut vouloir dire exigeant. Et moi, comme maire, quand on hérite de quartiers qui ressemblent à des ghettos, et à des taudis, et à des bidonvilles, et même si ces taudis, ces ghettos et ces bidonvilles, ils ne se sont pas faits uniquement par l'opération du Saint-Esprit, tant que vous n'avez pas redonné dignité et fierté aux populations dont vous avez la responsabilité, vous pouvez toujours chercher la sécurité, l'éducation, la culture et tout le reste, vous n'aurez jamais rien. Sur la ville de Montfermeil, pendant 20 ans, on a fait de la politique de la ville dans le taudis, le ghetto et le bidonville. Eh bien, on a mis des sommes extraordinaires, sans aucun résultat, tant que vous n'avez pas donné dignité et fierté. Et quand vous avez redonné dignité et fierté, c'est deux choses qui se produisent. C'est une confiance qui se porte de nouveau vers les institutions, parce qu'on a retrouvé une dignité et une fierté, et ça c'est quelque chose de cher et de précieux pour les gens. Donc la parole publique est réhabilitée, et dès lors que quelqu'un a retrouvé la dignité et la fierté, ça se défend. Et si ce sont les institutions qui lui ont redonné cette dignité et cette fierté, eh bien on va plutôt aider les institutions à préserver cette dignité et cette fierté. Et la délinquance sur la ville de Montfermeil, elle a baissé le jour où la population a dit: si aujourd'hui il fallait que je me taise parce que les délinquants étaient les plus forts et les institutions étaient faibles, dès lors que l'institution a fait la preuve, alors ça, je l'ai payé cher, et d'autres aussi, mais voilà, eh bien, à nouveau, c'est la confiance en la parole publique, dans les institutions, et la population rebascule du côté des institutions. Et à ce moment-là, ce sont les délinquants qui sont en danger et qui, alors j'ai un certain talent pour exporter certains savoir-faire sur les villes à côté, mais ça, chacun son problème. Donc chez moi, ça se passe bien. Je taquine un peu, mais c'est... Voilà. Donc, dignité, fierté, et derrière, sécurité, délinquance, etc. Mais je reste à contrôler un certain nombre de choses, et sur la ville de Montfermeil, il n'y a pas un dossier qui n'exige pas la constitution d'un autre dossier assez épais, qui me permet de savoir ce que j'ai à savoir, et pouvoir dire à la personne qui vient me demander un service, un logement, une allocation, ou que sais-je, de pointer des difficultés, des enfants qui sont rentrés sans le regroupement familial, des personnes en situation irrégulière, des suroccupations de logement, des squats, des machins, etc. Bon. Donc, c'est pas... Donc, toujours une fermeté, mais toujours une bienveillance aux personnes et une fermeté sur un certain nombre de situations. Se faire connaître dans une histoire, c'est tout simple. Je donne quelques exemples. On a institué d'abord dans les écoles REP, du quartier politique de la ville, des classes patrimoine pour les CM2, ou CM1 ou CM2. Et ces classes patrimoine, ce sont une étude plus particulière d'une période de l'histoire de France. Et j'ai choisi le Moyen-Âge. Et donc, on a des enlumineurs, on a des facteurs d'instruments anciens, on a tout ce qui tourne autour du Moyen-Âge, des métiers d'art de l'époque, etc., l'héraldique, etc. Et on donne ça à nos enfants qui préparent une exposition pour la fin de juin. Quand vous voyez la manière dont ces gamins, et derrière leur famille, leurs parents, prennent à bras-le-corps cette histoire de France, qui est quand même assez méconnue dans nos livres d'histoire, pour vraiment s'en saisir pleinement et nous la restituer lors d'une exposition qui vraiment est de qualité, on n'a pas totalement perdu son temps. Quand on voit la banane des gamins et quand on voit le sourire des mamans et des papas qui sont fiers de ce que leurs enfants ont fait, et que, de surcroît, sur la ville de Montfermeil, puisque les fondations de l'église sont du XIIe, eh bien, on a suffisamment de vestiges pour refaire un lien avec, je dirais, leur univers quotidien. Eh bien, on accroche. Pour être quelqu'un, il faut être de quelque part. Et donc, on essaye de redonner des racines à des populations qui ont leurs racines initiales ailleurs, mais qui sont aussi à devoir mettre des racines là où ils sont, où leurs enfants et leurs petits-enfants grandiront. Lorsqu'on me demande un car pour aller à Disneyland, qui n'est pas très loin de Montfermeil, généralement mon car a un pneu crevé. Mais, je taquine un peu, mais c'est pas faux. Par contre, quand on me demande d'aller à Chartres, ça je le donne. Et quand il faut aller au Puy du Fou et emmener tous les ans un quart d'habitants de la résidence des Bosquets au Puy du Fou, eh bien on le fait.
Et lorsque la première année, ma directrice de la politique de la ville vient dans mon bureau affolée en me disant « Monsieur le maire, vous ne savez pas ce qui se passe au voyage ?» Je dis « Bah non, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un tel et un tel qui se sont inscrits. Alors les un tel et un tel et un tel, ils ont un casier comme ça, long comme ça, archi connu. Mais vraiment des vrais, quoi. » Et je leur ai dit, mais voilà, elle était blanche. Je lui ai dit, ne bougez pas, emmenez-les et vous verrez, ça se passera merveilleusement bien. Quand ils seront au contact de la profondeur historique que l'on ressent au Puy du Fou, ils ne feront plus les marioles. Ils respecteront. Ils ont respecté. Alors que quand on leur propose de la daube, ben, ils ne respectent pas. Quand on leur propose quelque chose voilà, qui tient la route, il y a du respect. Voilà. Je pourrais vous en dire beaucoup plus, je serai peut-être beaucoup plus court que ce que vous m'avez donné, mais c'est sans doute les questions qui alimenteront le débat. Donc faire connaître à travers une histoire. Et dans les cours de français que nous organisons pour toutes les mamans qui arrivent, puisqu'on a toujours la Seine-Saint-Denis une terre d'accueil, et donc j'ai tous les ans 150 mamans qui apprennent le français. Mais on est incitatif, c'est-à-dire que une maman qui vient dans un service et qui ne parle pas français, on s'inquiète de savoir depuis combien de temps elle est en France ou à Montfermeil. Elle est là depuis 3 mois, c'est normal. Depuis 6 mois, c'est encore normal. À partir de 8 mois, ça l'est moins. Ce que je veux dire, c'est que on leur dit, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pourrez pas éduquer vos enfants si vous n'avez pas le véhicule essentiel pour vous mouvoir dans une société qu'est la langue. Et ensuite, eh bien, avec un peu d'insistance bienveillante, mais d'insistance quand même, eh bien, elles s'inscrivent à ces cours. Est-ce que ces cours, c'est uniquement le b.a.-ba, apprendre le français? Oui, bien sûr. Mais si je ne faisais que ça, et si ça devait s'arrêter à pouvoir remplir un formulaire de la Caisse d'allocation familiale ou de la CPAM, est-ce que j'aurais fait mon boulot? Non, pas du tout. Et donc c'est justement à travers l'histoire, les mœurs, etc., qu'on fait travailler ces personnes-là pour qu'en même temps, elles comprennent comment marche notre société. On essaie de les faire passer du « nous » au « je ». De « je suis un individu appartenant à une communauté et je n'ai pas le droit de dire « je veux, je souhaite, je ressens, je désire », etc. » Et donc par des ateliers théâtre forum ou autres, eh bien, il y a tout un cheminement. Et on voit comment ces mamans évoluent. On voit le moment où le papa essaye de les sortir des cours de français éventuellement. On voit le moment où les enfants disent à maman « Ah, maman, tu sais ça aussi ?» Et là, quand les enfants disent ça, papa, il a compris qu'il fallait qu'ils suivent. Et voilà. Et vous avez des trajectoires de famille qui, sans rien abdiquer de leur histoire et de leurs origines, sont capables de comprendre et de respecter notre société et sont capables, par elles-mêmes, de se mouvoir dans notre société. Et quand le week-end, c'est elles-mêmes toutes seules qui vont à Paris au musée emmener leurs enfants, eh bien, on n'a pas perdu notre temps. Parce que derrière, c'est un autre regard. Un petit Fioretti. Une formatrice de français dont le prénom est un prénom musulman. Une maman, on était à Chartres, il y a un musée à Chartres qui est intéressant à visiter, puis quand on sort du musée, il y a la cathédrale et on la visite aussi. Et la maman qui dit à sa formatrice, tu te rends compte, ça fait 15 ans que j'habite en France, je ne m'étais pas encore intéressé à la France. C'est tout, 15 ans, c'est quoi la France? Une visite, tu te rends compte, ça fait 15 ans que je ne m'étais pas intéressé à la France. Vous avez entendu ce que j'ai vu cet après-midi? Pardon, mais l'émotion m'a touché. Après, ça se déroule. Il y a quelque chose de semé, il y a autre chose qui grandira, il ne m'appartient pas, mais ça a été semé et ça grandira. Voilà. Sur la culture, se faire connaître dans une culture. Je vais vous dire, à l'issue des émeutes de 2005, on avait une ville fracassée sur elle-même, entre les quartiers qui avaient fait un peu le chahut et les quartiers qui n'avaient pas bougé. Et puis en termes d'image, toutes les télévisions du monde avaient fait des images sur notre ville, donc c'était désastreux. Eh bien c'est par la culture. Et la ville de Clichy-sous-Bois, qui est d'une autre sensibilité politique que la mienne, socialiste à l'époque, eh bien c'est également par la culture. Et nous, c'est ma première adjointe, et puis ma directrice politique de la ville et son associé, qui m'ont dit, Xavier, on va faire un défilé de mode. Oui, bon. Oui, Xavier, un défilé de mode, c'est la représentation du corps en public. Alors là, j'ai commencé à comprendre, du string à la burqa, il y a toutes les nuances intermédiaires, donc on va essayer d'être au bon endroit. D'accord. Parfait. Mais oui, mais c'est aussi ça. Et puis, à l'époque, je disais souvent, de la connaissance vient la reconnaissance. Et la reconnaissance dans les deux sens du terme. Je te reconnais une existence, une originalité, etc. Puis, deuxième sens, je te suis reconnaissant de ce que tu m'apportes par ta différence. Alors, Xavier, pour illustrer ce que tu dis souvent dans tes discours, on va procéder comme ça. On va faire une première partie de défilé. Chacun
va défiler dans ses habits traditionnels de sa communauté d'origine. Pourquoi ? Pour qu'ils se sentent respectés dans ce qui a fondé leur histoire ou le début de leur histoire. Mais si on s'arrête là, c'est du communautarisme. Et donc la deuxième partie du défilé, on ne fait pas l'un sans l'autre ou l'autre sans l'un, c'est création originale de vêtements sur une idée donnée par la commune. On a fait ça en décembre 2005. Les émeutes, c'était novembre 2005, tout de suite après. Et les noms de rues du quartier qui avaient chahuté, rue Picasso, de Rhin, de Gars, Modigliani, etc. Quand vous avez 25 nationalités, 25 communautés différentes qui prennent à bras le corps les œuvres picturales majeures de ces auteurs-là, de ces peintres-là, et qui vous les restituent avec leur sensibilité propre, donc qui ont pris la peine de s'intéresser à ces peintres, à leur vie, à leurs œuvres, et qui vous les restituent avec leur génie, etc., ils ont été reconnus dans leurs origines et dans leur histoire, une partie de leur histoire qui s'est passée ailleurs, ils vivent en France, et ils prennent à bras le corps ce qui constitue le patrimoine culturel du pays qui les accueille, dans lequel ils vivent, et ils nous le restituent. Eh bien, leur regard après, il n'est plus du tout le même quand on se croise dans la rue. Parce que, j'ai été respecté dans une partie de mon histoire, je n'ai pas à m'en cacher, mais en même temps, j'ai fait l'effort de m'intéresser à la culture et à ce que le pays qui m'accueille me donne de connaître et de travailler et de restituer avec ma sensibilité et mon génie propre. Et chaque année, on avait des thèmes différents. Quand on fait sur la musique, 10 morceaux de musique de Bach à Sibelius. Quand on fait sur les monuments de Paris, alors, il y a la Tour Eiffel, il y avait aussi Notre-Dame de Paris, il y avait aussi Montmartre. Et Notre-Dame et Montmartre ont été pris de la même manière que la Tour Eiffel ou le Panthéon, etc., etc. Eh bien, progressivement, voilà, les lignes bougent insensiblement, en toute souplesse, en toute tranquillité, en toute simplicité. Et c'est un événement qui est aujourd'hui sponsorisé par LVMH et qui a derrière créé les talents, le prix LVMH, le jeune talent, pour propulser des jeunes créateurs de Montfermeil, de la Seine-Saint-Denis, maintenant ça vient de toute la France, sur les écoles d'art du groupe LVMH, etc. Et puis derrière, il y a je vais pas passer, je pourrais vous en parler 3 heures de ce truc-là. Mais c'est pour vous donner la philosophie, je dirais, de ce qu'on essaye de faire à travers la culture. Les cours de français, je vous en ai parlé. Les projets de service, on a des centres de loisirs, on a un service jeunesse, etc. Projet de service, c'est quoi un centre de loisirs ? C'est le moment où je garde les gamins dont les parents ne peuvent pas, pour des contraintes familiales professionnelles, s'occuper, et j'essaye de les occuper avec la pâte à modeler, des gommettes et des machins, où c'est un moment privilégié où l'action publique peut, au regard de leur âge, de leur situation, etc., leur venir le plus en aide pour grandir, se responsabiliser, détecter leurs talents, les pousser à les développer, etc., etc. Et donc, depuis, on a été la première ville à accueillir et à vouloir, puisque c'était à Éric Mestrel et à Anne Coffinier que j'avais demandé de pouvoir me régler une difficulté que j'avais dans les écoles. Et donc la première école d'Espérance banlieue a été créée à Montfermeil. J'étais très content, il y avait 150 gamins à l'école d'Espérance banlieue, donc au cours Alexandre Dumas. Puis une nuit, je me suis réveillé, je dis 150, c'est pas mal, c'est bien. Et toi, le matin, t'en as combien dans tes écoles ? 3000. Ah oui, et tu fais quoi ? Je fais ce que je peux, c'est-à-dire pas rien dans les écoles. Sauf que j'ai eu la chance d'avoir un très bon inspecteur d'académie. Et je me suis dit, il faut tout reprendre. Et on a repris de la crèche, de la naissance jusqu'à la mission locale, 25 ans. Et un espèce de continuum éducatif avec tous les partenaires, éducation nationale, caisse de l'allocation familiale, les associations culturelles, sportives, etc. En remettant les parents premiers éducateurs de leurs enfants, en donnant aux parents tous les outils nécessaires pour essayer de comprendre les difficultés dans lesquelles, etc. Et, eh bien, nous étions, il y a quelques années, dans le dernier tiers en termes de niveau scolaire de la Seine-Saint-Denis. Alors, on ne va pas faire un débat sur le niveau scolaire de la France, de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas le sujet, mais on est passé du dernier tiers au premier quart. Donc, c'est là aussi. Et on a vu, je dirais, en termes de passage du brevet, en termes de bac, en termes d'études supérieures, eh bien, des courbes s'inverser. Donc, là aussi, ces projets de service que l'on porte, on essaye de donner du sens, et par une action publique qui peut être, je dirais, très, très désincarnée ou très évanescente, on peut donner du contenu, et un contenu important qui vient construire, je dirais, des garçons, des filles, qui vient aider des familles, etc., etc. Voilà. Deuxième mot, et sur connaître, je pourrais en dire beaucoup plus, mais quelques aspects. Respecter. Et là, j'ai très clairement indiqué, je l'ai non seulement indiqué à l'oral, mais écrit à plusieurs reprises, pour moi, il y a 3 sujets qui sont non négociables. Et il se trouve que ces 3 sujets ont été évoqués ce matin et cet après-midi. La question de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Et je le dis, je ne dis pas égalité homme-femme versus théorie du genre,
égale... Ben oui, d'accord, mais je vais vous raconter ce que ça fait, la théorie du genre. La théorie du genre, ça a été le plus grand promoteur des écoles coraniques. Et le plus grand promoteur de la scolarisation des gamins à la maison. Et que la loi Taubira et la théorie du genre, les ateliers ABCD du genre aux écoles, ça a été mortifère. Mortifère. Bien. Donc c'est l'égale dignité homme-femme. Et ça, c'est non négociable. Et je le dis d'emblée. Voilà. Et la théorie du genre, eh bien, quand Farida Belgould a organisé les JRE, Journée de retrait de l'enfant, un vendredi matin, c'était 40% des gamins en moins, et c'était les mamans qui discutaient avec la direction des écoles. Le lundi matin, il n'y avait pas beaucoup plus d'enfants, enfin même plutôt moins, c'était les papas. Et le lundi soir, c'était le préfet. Calmez-vous, bonnes gens, il n'y aura pas, remettez vos enfants à l'école. Sauf qu'après, eh bien, le mercredi, le samedi, le dimanche, en périphérie des mosquées, les écoles dites coraniques du mercredi ou du samedi, elles sont pleines. Que les écoles coraniques, les parents qui cherchaient des terrains pour s'installer une école, eh bien, ça a été une recherche très active. Et on a multiplié par 10 le nombre d'enfants qui étaient scolarisés à la maison. Et qui sont revenus d'ailleurs par le biais d'Espérance Banlieue, puis ensuite qu'on a pu reprendre dans nos écoles. Mais entre-temps, nous, on avait requalifié tout le service public. Donc là, c'est non négociable, l'égale dignité homme-femme. Sur le deuxième sujet, c'est la question de la laïcité. Ça a été également évoqué, donc je vais être beaucoup plus rapide. Laïcité entendue comme distinction et non pas séparation. Si au moins dans l'islam tout est réuni, et que lorsqu'on autorise la construction d'une mosquée, donc il n'y a rien pour interdire la construction d'une mosquée dans la loi française, mais il faut savoir que l'on construit tout à la fois sur le territoire d'une ville un parlement, un tribunal, une église, une mairie, et en plus, généralement, il y a une école qui est accolée à cela. Donc c'est 5 en 1, ça faut le savoir. Mais sur la laïcité comme distinction et non pas séparation, mais la laïcité versus séparation, c'est un scandale absolu pour les personnes de culture ou de confession musulmane. Dès lors qu'on leur explique que la vraie laïcité, c'est la distinction, et qu'il y a un ordre spécifique pour les deux, qui ne sont pas d'ailleurs sans interagir, eh bien là, il y a une base de discussion possible, et c'est beaucoup moins un scandale. Et après, on peut progresser et essayer de desserrer l'étau de cette intrication totale entre le spirituel et le temporel. Mais si c'est une forme d'athéisme déguisé qui ne dit pas son nom, ça c'est un scandale absolu, et là, il n'y a plus de communication possible. Quelques sujets, il n'y a pas de menu halal, beaucoup de demandes. J'explique tranquillement non, et je reçois les familles, je discute, j'ai même été au tribunal, j'ai gagné au tribunal, mais je le fais simplement, sereinement, sans tapage médiatique, etc. Mais voilà, sur le carré musulman, pareil, des discussions, je leur expliquais pourquoi, et au regard j'irais des fondamentaux qui font pourquoi, à la mort, les musulmans souhaitent être à part des autres. On ne peut pas prôner le vivre ensemble de son vivant, et bon, voilà. Donc là aussi, c'est beaucoup de discussions, beaucoup voilà, il faut être ferme, mais respectueux. La question du foulard, je ne vais pas l'aborder ici, c'est une question très compliquée dans des villes comme les nôtres, pour différentes raisons. Parce que ça veut dire beaucoup de choses à la fois, et pas uniquement ce que l'on veut lui faire dire comme marqueur politique. C'est plus subtil que ça, et donc là aussi, alors autant dans les lieux publics ou dans la fonction publique, j'ai pas d'état d'âme, mais bon, voilà, un autre sujet, je ne vais pas l'aborder cet après-midi. Sur la mixité, la mixité ou l'égale dignité homme-femme, donc un gros travail dans les écoles, un gros travail dans les collèges, là aussi. Et on essaye de vraiment faire très attention à ces questions-là, et dans tout le cursus éducatif que l'on a, eh bien, de la crèche à la mission locale, on est très attentif, et on discute de cela avec les parents pour que là aussi les choses soient bien comprises. Et puis troisième sujet, c'est la question de la liberté de conscience. Et je résume généralement, plutôt que de m'en aller sur de grandes explications sur la liberté de conscience, on ne peut pas aimer sans être libre ou pas d'aimer. Mais donc la liberté de conscience, c'est juste la condition de l'amour. Et ça, généralement, c'est une petite phrase qui ne veut pas dire grand-chose, mais quand les gens repartent avec ça en disant « il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de liberté ».
Voilà. Et ça chemine, et ça peut ouvrir derrière d'autres discussions et d'autres prolongements. Il y a d'autres explications qu'on peut donner, mais voilà, sur la liberté de conscience. Et ça, ces 3 sujets, c'est non négociable, et notamment à travers ce que l'on peut porter comme activités diverses, y compris dans les cours de français, je vous en parlais tout à l'heure. Eh bien, on essaye de venir, alors on va pas dire, on fait pas un cours sur la liberté de conscience un jour, mais voilà, d'ouvrir à ces piliers structurants de notre société. Si un de ces piliers disparaît, eh bien, on change de société, et je pense que nous en sommes les garants. La question a été posée tout à l'heure. Sommes-nous toujours estimables? Sommes-nous toujours aimables? Et qu'avant de vouloir, je dirais, être estimé et aimé des autres, vérifier que certaines dispositions prises dans nos lois tout récemment ne portent pas gravement et fortement et violemment atteinte à des convictions intimes de personnes qui sont de culture ou de confession musulmane, et qui par réaction et par protection, eh bien, se mettent en marge, en réserve de notre société, estimant qu'ils sont gravement agressés et gravement en danger dans un certain nombre de leurs convictions et en toute conscience. Donc là aussi, avant de parler de communautarisme, oui, le communautarisme existe, oui, il y a une volonté de retirer de l'influence du pays d'accueil les personnes venant de l'étranger et d'une autre culture, de notre confession religieuse, mais nous-mêmes, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour ne pas être, sur certains sujets, objet de rejet, et donc de protection, et donc d'auto-organisation pour se mettre à l'abri d'eux. Donc, c'est tous ces paramètres-là que nous essayons, sur des villes comme les nôtres, de travailler, de mettre en œuvre, d'essayer de convaincre d'autres collègues de s'acheminer sur des pratiques comparables. J'ai pas mal de visites de collègues à une époque quand j'étais au Conseil national des villes. Il y avait beaucoup de hauts fonctionnaires ou d'élus, sénateurs, députés qui venaient voir à Montfermeil ce que l'on faisait, comme on l'avait fait. Les fonds très importants que l'ANRU, l'Agence nationale du renouvellement urbain, ont consacrés à Clichy-sous-Bois, Montfermeil, notamment Montfermeil, quand même 350 millions d'euros, c'est pas 3 francs 6 sous, quoi, ont la réputation d'avoir été utilisés à bon escient, de tenir dans la durée. Alors il faut être vigilant, il faut être réactif, il faut être présent, oui, mais et voilà. Et puis, mais on voit quand même, eh bien, une ville qui était fracturée, je dirais, rentrer dans une réelle convivialité, qui n'est pas une convivialité de circonstances ou superficielle, mais où vraiment on a pu favoriser les rencontres de personne à personne. Et c'est un dialogue de personnes, et ce n'est pas, je dirais, un repérage, t'appartiens à telle communauté, moi je suis pas de la... Voilà, non, on a essayé de retisser. Et même dans l'urbanisme, pour vous dire par où ça peut passer, c'est peut-être très terre-à-terre, et ça n'a pas, je dirais, la portée philosophique d'autres intervenants de cette journée ou de bien d'autres colloques. En marge du quartier qui a fait l'objet du renouvellement urbain, qui était le théâtre des émeutes, il y a une place. Et une place qui se trouve à la conjonction de ce quartier, du vieux centre-ville et de l'immense quartier pavillonnaire qui constitue la ville de Montfermeil. Eh bien, uniquement par le choix des commerces et des services publics que nous avons fait en sorte que toutes les populations de toute la ville, quelle que soit leur adresse, soit un moment ou un autre de leur vie, soit pour la radiographie, soit pour le laboratoire d'analyse médicale, soit pour la halte garderie, obligés de venir sur cette place-là. Ce qui fait que toutes les populations de la ville, par nécessité, se retrouvent, s'apprivoisent, et que derrière, voilà, on peut retisser. Et que tout est fait, alors je prends cet exemple-là, mais à chaque fois je dis à mes services, mais comment vous faites en sorte pour créer du lien entre des populations qui, naturellement, pour différentes raisons, auraient plutôt la facilité, la tendance ou la volonté, éventuellement, à rester dans une forme d'entre-soi, et comment on permet ceci. Alors, ce sont des politiques de long terme, c'est pas en 6 mois qu'on change une ville, ce n'est pas vrai. Tout ce que nous avons tenté de faire peut être balayé du jour au lendemain. Il suffit que des événements nationaux ou internationaux peuvent à tout moment balayer ça, certes,
Mais je pense que de toute manière, ce qui a été semé tel qu'on a tenté de le faire ne produira tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, des choses positives. En tout cas, ne pas l'avoir fait eût été, me semble-t-il, coupable de notre part. Merci. Merci Xavier, notamment pour l'émotion aussi que tu mets. On sent que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Sans doute une des clés aussi du fait que sans doute ça fonctionne. On prend un petit temps de questions-réponses avant la pause, avant d'enchaîner sur la dernière partie. Merci pour votre témoignage qui est, je crois, très très important. Parce qu'il y a plusieurs choses qu'il faut arriver à réaliser. C'est à la fois l'intégration de ces gens-là, mais aussi un goût de vivre ensemble. Et ce goût de vivre ensemble, les Français ne sont pas tellement prêts à le donner. J'habite la moitié de l'année en Provence, dans une petite ville où la proportion de musulmans est à peu près identique à celle que vous connaissez à Montfermeil. C'est plus calme, la Provence, c'est pas la violence des banlieues parisiennes, donc ça se passe plutôt mieux, mais ça se passe dans une indifférence absolue. Et j'essaie d'entraîner aussi bien mon maire que mon curé à ce que nous nous rencontrions de temps en temps entre musulmans, catholiques ou issus de catholiques. Et je me heurte à un véritable mur. Alors, ce mur, je m'aperçois que de région en région, lorsque j'interroge les uns ou les autres, il y a bien des petits endroits où il se passe des choses, et j'ai l'impression que chez vous, il se passe beaucoup de choses. Mais sur le plan national, c'est epsilon, et il est clair qu'il y a urgence. Comment voyez-vous, sur le plan français, la manière de faire évoluer, non pas les musulmans, mais de faire évoluer les Français ? C'est-à-dire qu'ils arrivent à prendre conscience qu'on peut à la fois plaider pour la limitation. Vous avez parlé de l'école, 90% de musulmans ou d'issus de musulmans dans vos écoles. Chez nous, c'est plutôt 75%. Bon, je peux vous parler de certains quartiers et des comportements et des djellabas qui choquent dans les supermarchés et des comportements qui sont vraiment totalement différents et qui créent l'hostilité. Comment arriver à dépasser et à faire concilier dans la tête des gens qu'on peut à la fois vouloir la limitation et l'intégration. Et que cela passe notamment par une prise de conscience de chacun. La formation dont vous avez parlé, qui est évidemment très importante, mais pas seulement la formation sur l'islam, la formation aussi sur la France, car les catholiques sont quand même les champions de la nullité sur leur formation dogmatique. Bon, la faute à l'Église, vous me direz, mais enfin, c'est comme ça. Bon, la formation, c'était quelque chose de primaire. Mais ensuite, une vision du vivre ensemble, du respect des autres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du respect des diversités, de la conception de la richesse. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des Français ? Alors, je vais tenter rapidement de répondre à votre interpellation. Je suis d'accord que l'indifférence c'est pire que la haine. Encore, avec la haine, on fait exister l'autre, mais l'indifférence, il n'y a rien de pire. Je suis d'accord avec vous. La question, je me suis posé la question, puisque je connais pas mal de collègues dans le sud de la France, et qui sont totalement effarés de ce que je tente de faire. Je pense que la question de la présence pied-noir et de cette guerre d'Algérie qui a été, je dirais, totalement intériorisée par la génération de mes parents. Moi, jamais mon père m'a parlé de la guerre d'Algérie, mais je sais que ça l'a marqué à vie. Et donc, ces mères sont confrontées à des populations qui ont été marquées au fer rouge de ces événements historiques que l'on n'a pas apaisés encore. Et c'est un élément de... Et aussi des Sarrasins. Oui, on oublie l'histoire de France trop rapidement. Oui, non, mais voilà. Et chez nous, les villages étaient pillés tous les 25 ans. Exact. L'intelligence d'attendre qu'on est reconstruit pour venir piquer et l'or et les femmes. Non, mais je pense qu'il y a des circonstances historiques qui expliquent cette chose-là, mais je me suis moi-même posé la question au regard des discussions que j'ai eues avec bon nombre de mes collègues. Sur comment faire, écoutez, je crois...
profitons. Il va être canonisé, Charles de Foucault, c'est bien canonisé? Le 15 mai. Ouais, voilà, c'est sa canonisation, il est déjà bien heureux. Donc il va être canonisé le 15 mai. Moi, ça me... Voilà. Moi, j'ai une petite photo. Charles de Foucault, la lettre de Charles de Foucault à René Bazin, 29 juillet 1916. Elle est là, je la connais quasiment par cœur. Elle a pu être écrite hier soir. Elle n'a pas pris une ride. Alors, la première et la troisième partie de cette lettre, elles, sont datées et connotées, mais cette partie-là est remarquable. Et moi, je dirais, c'est celle qui m'a inspiré. Et Charles de Foucault, c'est... Voilà. Donc, moi, je suis heureux qu'il soit canonisé. Tout le monde en rigole parce qu'il a converti personne, sauf qu'il a une sacrée famille derrière, et que peut-être venir aujourd'hui canoniser Charles de Foucault, ça peut être un signe plein d'espérance, pour peu qu'on sache effectivement lui donner l'ampleur que ça mérite, et la suite et la fécondité, mais ça nous appartient. Donc Charles de Foucault, je vous confie la chose. Moi, vraiment, cette lettre m'a énormément porté, et c'est sous son vocable ou sous son inspiration que j'essaye de placer mon action de maire. Et j'ai un autre texte j'ai quelques textes fondamentaux qui ont vraiment assis ma réflexion et ma pratique. C'est un texte qui est tiré d'un opuscule de 1989, c'était l'Église face au racisme pour une société plus fraternelle. C'est un document de la commission pontificale Justice et Paix, c'est présenté par le père Xavier Thévenot. Ce texte-là, pour moi, tout est dit sur ce qu'il convient de faire vis-à-vis des flux migratoires et comment se comporter vis-à-vis des personnes accueillies. Bon, certes, il appartient aux pouvoirs publics qui ont la charge du bien commun de déterminer la proportion de réfugiés ou d'immigrés que leur pays peut accueillir, compte tenu de ses possibilités d'emploi et de ses perspectives de développement, mais aussi de l'urgence du besoin des autres peuples. Tout est bien pesé, hiérarchisé et mis en ligne. Donc c'est pas quelque chose de figé, c'est en fonction des circonstances. Et l'État veillera à ce que ne se créent pas des situations de déséquilibre social grave, accompagnées de phénomènes sociologiques de rejet, comme cela peut arriver lorsqu'une trop forte concentration de personnes d'une autre culture est perçue comme menaçant directement l'identité et les coutumes de la communauté locale d'accueil. Prééminence de la culture d'accueil, attention à ne pas heurter, etc. On a tout fait le contraire. Bon, mais voilà. Donc tout y est. Dans l'apprentissage de la différence. Donc c'est pas pour autant qu'on renonce à un effort. Dans l'apprentissage de la différence, on ne peut tout exiger d'un coup. Mais il faut considérer les possibilités d'une nouvelle convivence et même d'un enrichissement mutuel. Et une fois qu'une personne étrangère a été admise et se soumet au règlement de l'ordre public, elle a droit à la protection de la loi pour toute la durée de son insertion sociale. Pour moi, tout est dit, c'est limpide, c'est lumineux, et donc tous ces textes dont je vous parle, et quelques-uns encore, à chaque fois que j'ai un nouveau préfet, un nouveau commissaire, un nouveau machin, un nouveau truc, ils ont droit à tout ça en leur disant le moine il fonctionne à ça, si vous voulez le comprendre, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Oui, bonjour, merci. J'ai été frappé par ce travail acharné, précis, de long cours que vous menez depuis 20 ans. Et par votre dernière phrase, où vous nous dites il suffit d'un événement national ou international et tout disparaît. Peut disparaître. Et donc, on verra. J'aurais aimé que vous puissiez nous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par là. C'est-à-dire, je comprends qu'il peut y avoir une petite espérance dans les cœurs, mais qu'il y a des logiques qui peuvent apparaître à tout moment et tout remettre en question. C'est un peu... ça pose un certain nombre de questions. Bon. Il peut y avoir des emballements par rapport à des événements nationaux ou internationaux que l'on ne peut pas éviter. Et dire à Montfermeil, il y aura un microclimat qui nous permet, quoique, il y a eu dans l'histoire, si je prends alors je ne vais pas faire un débat sur Medjugorje entre les pros et les antis, mais pendant la guerre de Yougoslavie, il n'y a pas une bombe qui est tombée sur Medjugorje alors qu'à 15 km Mostar a été détruit. Bon, donc il peut y avoir des microclimats. Si la Providence décide qu'il y a des microclimats, il y en aura. Mais je pense qu'il faut être conscient et pas être présomptueux en disant j'ai réussi. Et je peux vous dire que
pendant des années, quand à chaque fois il y avait une nouvelle infitada ou autre, c'était réunion du conseil municipal pour voir les sonnettes, les attentes, les alertes, parce que c'était des sujets qui pouvaient faire bouger les affaires. Bon, je reste très lucide là-dessus, et puis peut-être à un moment donné, il y en a qui pousseront à ça, et je vois sur des affaires, par exemple l'affaire Théo à Aulnay-sous-Bois il y a quelques années, a failli dégénérer dans l'ensemble des banlieues françaises, et il a fallu qu'on soit pendant 7 jours, jour et nuit dans le quartier pour tenir le truc, à l'exclusion des forces de l'ordre, pour tenter d'éviter que ça reparte comme en 2005. Bon, donc c'est une forme de lucidité, et c'est pas pour éviter le pipi pourra. En même temps, j'ai dit, il y a des choses qui sont semées, et je le sais, et j'ai des confidences que je veux pas, qui me font dire que profondément dans le cœur des personnes que l'on a pu rencontrer, elles restent peut-être ce qu'elles disent être, mais elles sont déjà tout autres, et elles réfléchissent ou elles réagissent déjà. Bon, et que peut-être, eh bien, elles se révéleront d'une toute autre manière que ce que l'on peut prévoir dans des événements. Voilà. Et si vous me poussez dans mes retranchements, parmi les personnes les plus dures que j'ai pu rencontrer dans l'opposition politique, philosophique, donc vraiment ceux qui ont un projet politique pour l'islam, alors je le dis à vous, je pense que vous pourrez comprendre ce que je veux dire par là, je pense que les bourreaux de demain sont les saints d'après-demain. Voilà. Et ça n'engage que moi. Je n'ai pas le droit de le dire en tant que maire ou autre, mais à titre personnel, je pense que les bourreaux de demain sont les saints d'après-demain. Voilà. Mais c'est autre chose, mais je vous le livre parce que je pense que vous pouvez entendre cela, ou j'espère le comprendre, mais en tout cas l'entendre. Voilà. S'ils ont rencontré un martyr. Alors attendez, monsieur ici qui lève le doigt depuis très longtemps, monsieur le président de FIDE, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Bonjour à tous, moi je me présente, je m'appelle Janvier, comme le mois de l'année, ou comme Saint-Janvier de Naples, pour ceux qui connaissent. Je suis président d'une jeune association de catholiques, donc on est principalement issus en Île-de-France, de régions parisiennes, de Paris même et de banlieue. Et donc l'association s'appelle FIDE. Et donc pour un peu illustrer vos propos, monsieur le maire, moi, personnellement, j'ai grandi en banlieue avec beaucoup de musulmans. Et donc, je suis sur le terrain, comme vous. Et moi, j'aimerais vous interpeller aujourd'hui pour vous dire ce que le pape Saint Jean-Paul II nous avait dit. « France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Et donc, il faut savoir aujourd'hui que moi, en banlieue, j'ai grandi avec beaucoup de musulmans. Il faut savoir que lorsqu'on affirme notre foi catholique, les musulmans ont du respect pour nous. Et ça, je peux vous l'assurer, parce que je peux me retrouver en face de 5, 10, 15, 20 musulmans, ils savent qui je suis. Et ils vont me poser des questions. Il y en a même qui vont me dire « Ah merci, parce que grâce à toi, tu me permets de connaître davantage ma religion ou même ta religion. » Parfois, certains vont me poser des questions sur le Christ. Et moi, personnellement, ce qui m'a donné le goût à la foi catholique, c'est grâce à ma mère. Étant petit, elle m'emmenait souvent dans des pèlerinages et j'avais rendez-vous dans une gare de vôtre, pas très loin de chez vous, à Sevran-Bodot, etc., pour des départs au Mont-Saint-Michel. Et donc, c'est au travers de ça que j'ai eu le goût et l'amour de la France. Et aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de musulmans sont en attente de la manifestation des chrétiens. Et tant qu'on ne manifestera pas notre foi, et ben automatiquement, il y aura toujours cette forme où aujourd'hui on va se sentir toujours dépassé. Et donc n'ayons pas peur de montrer notre foi, parce que je pense, j'en suis même sûr, que c'est ça qui est une réponse à toute cette crise qu'on peut vivre aujourd'hui. Le monsieur là, et le monsieur là-bas, et après on fait la pause. Le monsieur là, c'est ça, là. Voilà. Monsieur là. Bonjour, merci pour votre intervention. Alors, il y a le champ religieux, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais sur le champ politique, on voit actuellement qu'il y a une certaine effervescence autour de la campagne, notamment d'Éric Zemmour, parce qu'il met l'islam au cœur de ses discussions, de ses interventions. Je voulais vous demander, vous qui avez commencé votre carrière politique il y a 20 ans, quand on ne parlait pas de l'islam dans les mêmes termes, et surtout, vous n'étiez pas forcément focalisé sur l'islam comme on peut l'être maintenant.
Quels étaient et quels devraient être des thèmes de campagne pratico-pratiques, mais qui permettent d'arriver avec un message qui est déjà positif, qui construit quelque chose au lieu de s'opposer à quelque chose d'autre, et qui permet à des gens qui ont permis à vos électeurs de vous faire confiance, alors que vous étiez certainement monsieur personne que personne ne connaissait. Donc voilà, par rapport aux thèmes qu'on met beaucoup en évidence aujourd'hui, et quels sont les thèmes qui peuvent permettre une action politique positive et qui marche, quoi, ou enfin à laquelle on fasse confiance. Alors d'abord, la question de l'islam, il y a déjà 30 ans, je l'avais identifiée comme étant très importante et déjà travaillée, et j'ai la chance en plus d'avoir commencé ma vie professionnelle pendant 10 ans comme marin et avoir fait pendant 10 ans le tour du monde, et donc voilà, puis je m'intéresse à ces questions-là, et à la géopolitique, etc. Bon, acte 1. Acte 2, la question du débat politique, je dirais, moi je suis très malheureux en politique, très malheureux dans les partis politiques, même si j'ai pu avoir des cartes, mais avec une liberté de parole, de ton et de fréquentation absolue, autrement, voilà. Et quand quelqu'un me dit est-ce qu'il faut que je prenne une carte ou que je sois dans un parti politique, je lui dis tu lis Note pour la suppression générale des partis politiques, Simone Veil, la philosophe, juin 1940. Ça se trouve sur internet, ça fait 7 pages, mais une fois que vous avez lu ça, vous êtes tranquille, vous pouvez prendre toutes les cartes que vous voulez, mais à condition que vous restiez libre dans votre tête au regard de la logique infernale dans laquelle un parti politique, par nature et par nécessité, est obligé de vous enfermer. Bon. Et donc, le débat politique n'est pas le lieu. Regardez la difficulté que moi-même j'ai à faire dire des choses très fortes. Voilà, on est 150 ou 200 à la télévision aux 20h, alors que les journalistes, eux, ils ont un casting pour qu'il y ait 2 coqs qui puissent faire monter l'audimat, autrement, s'ils sont d'accord, c'est pas drôle. C'est extrêmement casse-gueule. Voilà. Et donc, c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles, où la surenchère, où l'incompréhension, la mauvaise foi, etc., et qu'on envenime le débat. Et donc, moi, ce que je me tiens à l'écart de ça, et pour aller sur l'actualité récente, je pense qu'il faut, sur ces sujets-là, être extrêmement ferme à une seule condition, c'est qu'on soit nuancé. Car si on enferme tout le monde sous la même image, la même étiquette, la même crainte, plutôt que de pouvoir jouer là où il faut jouer et contre qui il faut jouer, parce que ceux-là, c'est eux ou nous, et il n'y a pas à discuter, et que toutes les autres personnes, là on est dans un entre-deux, et pour d'autres, on est dans un apprivoisement qui demande du temps. Si on regroupe tout le monde et qu'on est en frontal, ça, à mon avis, c'est mortifère. Et ça, je n'ai pas le droit, en tout cas moi, de le susciter et de l'encourager. C'est vous le deuxième? Oui, je suis le monsieur là-bas. Bonjour monsieur le maire. Vous êtes la première commune où les écoles indépendantes du réseau Espérance Banlieue se sont implantées. Depuis, il y en a eu plus de 1000 en France. Est-ce que vous pensez qu'elles contribuent favorablement à ce que vous avez fixé comme but, c'est-à-dire redonner dignité, redonner respect, passer du nous au je? Est-ce qu'elles sont bien placées? Très honnêtement, de ce que je peux en connaître, et je m'y intéresse toujours, oui. Maintenant, il faut savoir que un certain nombre de familles qui font confiance aux écoles Espérance Banlieue, si elles n'existaient pas, ces écoles-là, seraient soit dans la scolarisation à domicile, soit dans les écoles coraniques. Et donc c'est le dernier échelon avant je quitte la société, je me mets en marge de la société totalement. Donc elles ont une utilité très forte de ce point de vue-là. Après, il y a des inscriptions et des motivations qui sont tout autres, plus communes, on va dire, mais elles sont vraiment à la pointe du débat et à la pointe de la lutte d'influence qui existe. Et donc, rien que pour ça, elles sont nécessaires, et connaissant les fondateurs, connaissant les personnes qui les animent, qui les dirigent, etc., voilà. Après, il y a une réalité, il faut partir de la réalité. Certains aspects peut-être qui peuvent, de l'extérieur, quand on n'a pas tous les tenants aboutissants, dire « Ah tiens, pourquoi ils font ça, comme ci, comme ça, etc. » Oui, mais après, on est dans un espèce de corps à corps, là, cœur à cœur, très certainement dans les motivations, mais des fois dans un corps à corps, je pourrais vous donner des histoires, des illustrations propres à Montfermeil, et puis voilà, et c'est dans la durée aussi que l'on voit d'où on est parti et à quoi on est arrivé.